Bienvenue à cet épisode de La Grande Idée, une série où je reçois des professionnels de l'industrie pour discuter de marketing, publicité et du monde des affaires. Femme d'action et entrepreneur dans l'âme, mon invité d'aujourd'hui a fondé en 2010 l'agence Dada, qui a pour mission de transformer les marques en réconciliant l'expérience client et l'expérience employée par la créativité collaborative. Avant de créer Dada, Manon Goudreau a occupé des postes de haut niveau, notamment comme vice-présidente des communications internes et externes chez Saputo et directrice des communications, du marketing et des affaires gouvernementales à l'Agence métropolitaine de transport, maintenant connue sous le nom d'Exo. Manon est également lauréate du prix des femmes d'affaires du Québec et présidente du conseil d'administration de l'A2C. Manon, merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Merci de ton invitation. Manon, tu as une carrière de à peu près 25 ans dans le domaine de la com puis du marketing. Tu as fondé Dada en 2010, mais ton parcours d'entrepreneur remonte à très loin. Fait que j'aimerais que tu nous ramènes-nous un peu dans le temps, puis parle-nous de la première expérience entrepreneuriale que tu as eue. Oh my God, ma première expérience, j'ai fait partie des jeunes entreprises quand j'étais en secondaire 5. Secondaire 5, c'est quoi? C'est 17 ans. Fait que secondaire 5, j'avais une compagnie dans les jeunes entreprises qui s'appelait Luminescence. Fait que c'était une compagnie de chandelles. Fait que le principe des jeunes entreprises du Québec, c'est vraiment des jeunes qui sont coachés, qui démarrent leur business, qui sont des propriétaires d'actions de l'entreprise, qui doivent acheter. J'ai tellement trippé que l'année d'après au cégep, il y a très peu de jeunes de cégep qui font partie des jeunes entreprises, mais moi, j'ai décidé de m'impliquer, de créer une autre entreprise avec des jeunes de secondaire 5. Et là, ça s'appelait Sains et Saufs, puis c'était des trousses de premiers soins. Puis j'ai maintenu mon attachement avec Jeunes entreprises du Québec parce que par la suite, je suis allée faire la tournée de plusieurs écoles à travers le Québec pour vendre ce programme-là puis inciter des jeunes femmes et hommes à devenir entrepreneurs. Fait que ça date d'il y a longtemps. Là. Ça date avant ça. Je pense que je t'ai même raconté l'anecdote, puis c'est pour ça que tu me poses la question. Fait que j'ai fait les jeunes entreprises, mais quand j'étais jeune, juste avant ça, j'avais une compagnie de bracelets. Puis j'ai encore la carte d'affaires que je m'étais faite. Je pense que j'avais comme 13 ou 14 ans. Puis ça s'appelait Bracelet Manon Goudreau. C'est un peu farfelu parce que je m'étais fait des cartes d'affaires sur lesquelles il était marqué Bracelet Manon Goudreau Inc. Puis je connais pas de jeunes qui ont envie de s'incorporer à 13 ou 14 ans. Je sais pas pourquoi j'avais fait ça. Mais j'avais une compagnie de bracelets puis je prenais mon argent de poche pour acheter des factures avec du papier carbone pour être capable de faire 2 copies. Fait que j'ai commencé, ça fait longtemps quand même. L'entrepreneuriat, ça date d'il y a longtemps. Mais je suis curieux parce que c'est très tôt. Est-ce que tu as des parents entrepreneurs? Sinon, d'où vient cette fibre-là? Je sais pas. Je pense que c'était dans mon sang. Je pense que j'étais née pour être entrepreneur, mais pour répondre à ta question, non, il y a personne qui est entrepreneur dans ma famille, du moins ma famille immédiate, non. Mon père a travaillé dans le domaine des finances puis des affaires toute sa carrière. Ma mère a été adjointe de direction. Fait que c'était pas un parcours. On m'a pas laissé d'entreprise en héritage. C'est pas arrivé ça. J'ai créé ma propre entreprise, mes propres entreprises. C'est drôle parce que dans le temps, il n'y avait pas les dragons, il n'y avait pas cet engouement-là pour l'entrepreneuriat. Fait qu'en tout cas, le fait que tu as baigné là-dedans très tôt, c'est quand même intéressant. Est-ce que à un moment donné, tu t'es dit, c'est quoi, peut-être que j'ai pas besoin d'aller à l'école, je suis bonne en business, je me lance là-dedans, ou est-ce que l'éducation, c'était une valeur trop importante? Non, ça, je me suis jamais posé de question. L'éducation, ça a toujours été important parce que peu importe ce qu'on fait, moi j'ai fait un bac puis une maîtrise. J'ai toujours trouvé que l'éducation nous permet nous fournit des outils pour être en mesure de travailler. Après ça, est-ce que je me sers des principes de philosophie puis de l'algèbre linéaire de ce que j'ai appris? À Non. tous les jours, je suis certain. Non, mais tu sais, mais la façon le jugement, la façon de raisonner, tout ça, c'est ça qui, pour moi, demeure la trame narrative de l'éducation. Puis, tu sais, je continue de me former. Là, je viens de finir une certification à l'Université Laval comme administratrice de société certifiée. Fait que je pense qu'il faut continuellement être à l'affût, puis justement aller chercher de nouvelles informations pour rester éveillé.
Tu as fait un bac en gestion, tu le disais, tu as fait une maîtrise en marketing. À 21 ans, si je ne me trompe pas, tu obtiens un stage chez Exo Oui, qui prend une tournure assez inattendue. En l'espace de oui, 6 mois, tu passes de stagiaire à directrice marketing. oui. Raconte-nous, c'est quoi les événements qui ont mené à cette promotion-là? Puis surtout, c'est quoi le roadmap pour devenir directeur marketing en 6 mois? Je sais pas, c'est drôle parce que c'est une période de ma vie qui est comme un peu foggy, tu sais, qui est comme un peu irréelle. Parce que effectivement, j'ai fini mon bac. J'étais très impliquée à l'université. J'ai fini mon baccalauréat et la présidente directrice générale de l'AMT à l'époque était très impliquée à l'UQAM aussi et avait demandé à un de mes enseignants, peux-tu me référer une étudiante? J'ai besoin d'une stagiaire. Je l'ai rencontrée. J'ai eu une entrevue avec elle, puis tout de suite, le lendemain, j'ai été engagée comme stagiaire communication marketing. Puis au bout de 6 mois, le directeur communication marketing est tombé malade. Puis elle m'a dit bon, allez, je te nomme. Je te nomme et je te donne les cours 101, 201, 301 en vitesse. Puis j'ai embarqué là-dedans. J'ai monté toute une équipe au niveau des communications, du marketing puis des affaires gouvernementales. Je suis arrivée, on était 2 ou on était 3 en fait. Puis quand je suis partie, on était une douzaine de personnes. Mais donc il y a pas de, ça existe pas des affaires de même. C'est farfelu. Comme je sais pas comment c'est arrivé. Mais ça reste, c'est la preuve que parfois, si on donne la chance à quelqu'un à l'interne de nous montrer ses capacités, puis de l'accompagner dans cette évolution-là, on peut avoir des belles surprises. C'est drôle. Attends, c'est comme un segue vers une affaire. Je me permets de faire un commentaire. T'as raison. Puis moi, à chaque fois que je revois Madame Jonca-Deneau, qui a été ma présidente, je lui dis toujours que je serai infiniment reconnaissante de m'avoir fait confiance puis de m'avoir permis de développer mes compétences. Tu sais, ça a été comme une espèce de parcours de développement de compétences. Puis la personne qui m'a permis de fonder Dada aussi, j'ai aussi cette reconnaissance infinie-là parce c'est une personne qui m'a fait confiance et en qui m'a permis justement d'accéder au tremplin qui m'a permis de justement me lancer. Fait que je pense que toute la question du développement de compétences, on va en parler tantôt avec la marque employeur, mais dans mon parcours, c'est très fort ça, ce développement-là qui est très en lien avec la gratitude profonde aussi. Ben, tu parles justement là, des personnes qui t'ont entouré pour le lancement de Dada. Moi, ma question, c'est, tu sais, tu as occupé des beaux postes de gestion dans des belles organisations. On a parlé de Saputo, on a parlé d'Exo. Pourquoi repartir à zéro puis se lancer en affaires? C'est quoi la motivation? La folie. La folie, le, le souhait de choisir sa propre destinée. Puis j'étais comme rendue à un moment de ma carrière, je venais d'avoir 2 enfants, puis j'avais comme la possibilité, souvent après une grossesse, nous les femmes, on réfléchit à ce qu'on veut faire dans la vie. Puis moi, c'est ce qui est arrivé. Je me suis dit, bon, j'en aurai pas d'autres. Fait que c'est quoi le prochain bébé que je pourrais avoir? Fait que j'ai vraiment décidé de faire 3 petits pas en arrière pour après ça être capable de me projeter. Fait que je pense que c'est un peu de folie, puis ce souhait de faire une différence. J'avais collaboré avec plusieurs petites, moyennes et grandes agences dans mes 11 premières années de carrière. Puis j'avais envie de fonder l'agence avec laquelle j'aurais souhaité travailler. C'était ça. Tu viens de dire tu avais le désir de faire une différence. J'ai lu, on dit de toi que tu es une entrepreneur d'impact. C'est quoi pour toi être une entrepreneur d'impact? Je pense qu'il faut être. J'essaie de laisser ma marque, mais humainement, auprès des gens. C'est drôle parce qu'il y a pas très. Quand Dada a célébré ses 10 ans, mon associé avait fait préparer une vidéo avec des gens qui ont travaillé chez Dada depuis les débuts. Puis je pense que c'est une chose qui est beaucoup revenue. C'est ce que Florence Jonca-Deneau a fait avec moi. Elle m'a fait confiance, mais moi, je fais la même chose dans mes équipes. Puis pour moi, c'est ça, avoir un impact. C'est laisser une trace, faire confiance aux gens, puis être reconnu un peu pour notre humanité.
si on peut dire ça comme ça. Fait que moi, c'est la trace que j'ai envie de laisser, l'empreinte que j'ai envie d'avoir. Ben, sur ce sujet-là, dans ce cas-là, si tu le permets, on va passer tout de suite au segment de la grande idée. On entend souvent le terme marque employeur. Ouais. C'est un terme qui a connu un peu de buzz aussi là, dans les peut-être dernières années dû à la pénurie de main-d'œuvre. Allons-y, crash course, là, 101. Est-ce que tu peux nous le déconstruire puis nous dire ça comprend quoi, une marque employeur? Une marque employeur, ça comprend une promesse. La promesse qu'on fait comme employeur à des talents. Donc, que ce soit des candidats et des candidats ou des employés. C'est aussi une expérience. Donc, l'expérience qu'on souhaite faire vivre à des talents. Puis c'est des messages. C'est les messages qu'on souhaite passer. Ultimement, c'est ça. Ultimement, la marque employeur, c'est l'histoire que les gens racontent à propos de ta marque. Puis cette histoire-là, elle est racontée sur la base de ce que tu fais vivre comme expérience, les messages que tu communiques, les points d'ancrage avec l'organisation. C'est ça, c'est une histoire. Puis est-ce que, selon tes expériences, est-ce qu'on fait une bonne job au Québec de communiquer notre histoire? C'est une super bonne question. On a fait beaucoup d'études récemment chez Dada. On a même publié un livre blanc, là, un white paper avant Noël en octobre, quelque chose comme ça, où on parle de ce qu'on appelle la réconciliation de marque. Ce qu'on a constaté dans les dernières années, compte tenu de la pénurie de talent, qui est arrivée, tu sais, on savait qu'on allait être en pénurie de talent, là, ça fait 20 ans qu'on voit la courbe démographique, puis qu'on voit que les baby boomers, ben, ils vont finir par quitter le marché de l'emploi, puis qu'il va y avoir plus de gens qui vont sortir que de gens qui vont entrer. Ça fait qu'on le sait depuis longtemps. Mais au début de la pandémie, disons qu'on l'a senti davantage, fait qu'on a eu beaucoup de demandes chez Dada, et d'autres agences aussi on a besoin d'une marque employeur. Fait que des organisations qui cognaient à notre porte disaient, OK, urgent, on a besoin d'une marque employeur. Puis nous, ce qu'on répondait, c'est, ben, vous n'avez pas besoin de marque employeur. Vous avez déjà une marque. Vous avez besoin de réconciliation. Parce que les humains, veulent pas, les humains sont des humains. Ils ne sont pas désincarnés, donc ils peuvent à la fois jouer le rôle d'employé et le rôle de client, ou le rôle de client et devenir des employés, ou le rôle d'employé qui est aussi un citoyen observateur de la marque, ou un rôle de citoyen qui observe la marque qui tout à coup décide de devenir un employé. Autrement dit, pourquoi développer une marque employeur alors que les organisations ont leur propre marque? Pourquoi pas développer des messages et des histoires qui sont exactement les mêmes, peu importe les parties prenantes à qui on parle? Puis ça, c'est un élément, les Français appellent ça la symétrie des attentions. Les Américains ont aussi commencé à écrire là-dessus, mais au Québec, c'est comme si on développait plusieurs marques pour les organisations, alors que, à mon sens, c'est une grande aberration, c'est une grande incohérence parce que c'est pas possible. Souvent, je donne l'exemple quand je donne des conférences, je demande aux gens, choisissez-moi un film de Disney. Puis là, je vais te donner un exemple, Ali. Je l'ai donné la formation la semaine passée, puis les gens ont dit, ah ben, on va choisir Cendrillon. Pas Cendrillon, c'est Pinocchio qui m'ont dit. OK, parfait. Êtes-vous capable de me raconter l'histoire de Pinocchio? Puis là, peu importe, j'avais 20 personnes dans ma formation la semaine passée. Tout le monde est capable de raconter l'histoire de Pinocchio. Après ça, ce que je dis, c'est la raison pour laquelle les films de Disney, on est capable de raconter tout le monde, peu importe notre culture, notre âge, notre provenance, peu importe. On est tous capables de raconter les histoires de Disney de la même façon parce que le schéma est clair. Tu sais, on présente un personnage, on dépose, tu sais, un endroit, il se passe une affaire, une autre chose, puis il y a une morale à la fin. Or, on n'est pas capable de faire la même chose avec les organisations actuellement parce qu'il y a plusieurs voix qui racontent plusieurs histoires différentes. Une histoire pour parler à des talents, une histoire pour parler à des clients, puis une histoire pour parler à des citoyens. Fait que, à ta question, est-ce qu'on fait bien au Québec? Ben, certaines organisations font bien, d'autres, à mon avis, mériteraient de se réconcilier en termes de messages et n'ont pas besoin de développer une marque à part pour le volet employeur. Ils ont à réconcilier les messages. De quel département est-ce que c'est supposé découler? Est-ce que ça découle du marketing? Est-ce que ça découle aussi haut que le CEO? Ça commence où? Puis, super bonne question. Ça s'arrête où aussi? Super question. Écoute, c'est souvent tout ce qui est marque employeur puis expérience talent, c'est les RH qui s'occupent de ça. Tout ce qui est
la marque consommateur puis l'expérience client, c'est souvent le marketing qui s'en occupe. Puis tout ce qui est marque corporative puis expérience corporative citoyenne, c'est les coms qui s'en occupent. Sauf que il faut qu'il y ait une espèce de lien transversal entre ces différentes unités-là, puis le lien transversal, il vient d'une direction claire, donc souvent de la haute direction, pour que les différentes unités collaborent ensemble. Puis, en fait, la raison pour laquelle c'est une aberration, c'est parce que les organisations sont elles-mêmes je vais dire organisées. Les organisations sont organisées en silos. Hein? Fait qu'on fait chacun nos affaires, alors que pour être cohérent dans une organisation, il faudrait que les fonctions soient transversales. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus Desjardins le fait. Desjardins ont développé une vice-présidence communication et ressources humaines. Donc, il y a de plus en plus d'organisations qui comprennent ça et qui se créent qui créent des fonctions de haute direction pour justement unifier ces rôles-là qui sont clés et qui doivent aller ensemble. Puis c'est drôle parce que je parlais avec une VP marketing récemment justement de ce sujet-là. Puis on dirait qu'on donne souvent ce rôle-là à un département RH ou culture, peu importe comment on veut l'appeler. Mais ces personnes-là ont pas été éduquées pour développer du storytelling, puis être on brand, puis raconter une histoire. Ouais. Donc, c'est pour ça que je te posais la question. J'étais curieux de savoir comment vous l'approchez parce que c'est pas tout le monde, je pense, qui est prêt ou qui est outillé pour raconter l'histoire d'une marque. Ben, je pense qu'à un moment donné, il faut que les organisations travaillent en mode collaboration, co-création, co-design. Puis il faut qu'il y ait justement des gens qui choisissent de travailler pour le bien commun. Puis le bien commun, c'est pas ton silo, c'est l'organisation en soi. Puis l'atteinte des ambitions des organisations, ben ça provient par des humains notamment heureux, notamment engagés. Ça a un impact sur les clients, fait que ça part de là. À partir du moment où on en prend conscience, il faut organiser les choses pour que ce soit dans une optique de cohérence, justement. Puis, tu sais, je pense que l'autre défi aussi, c'est justement ces histoires-là de marques, où est-ce qu'on les prend. Récemment, je lisais un article, j'ai oublié c'est qui l'a écrit par contre, qui parlait de story gathering, puis de l'importance justement d'aller récolter ces histoires-là. Puis ces histoires-là, je pense qu'ils arrivent à tout le monde au sein d'une organisation. Fait qu'il faut comme aller les chercher nous-mêmes, là, puis se faire peut-être une rubrique d'histoires qui peuvent après ça, nous permettre de raconter un bigger picture à notre audience. C'est tellement important ce que tu viens de dire là parce que dans le story gathering, il y a beaucoup d'organisations qui développent des campagnes sur la base d'un brief donné à une agence, mais on a beau travailler avec les plus grands spécialistes au monde, si le vocabulaire et les histoires qui sont racontées proviennent pas des gens qui les racontent pour vrai, ça sert à rien. Comme cette information-là est super importante. Puis en fait, dans le passé, les organisations communiquaient de façon presque unidirectionnelle. Elles avaient le potentiel de s'inventer une histoire puis de la faire descendre. Maintenant, les histoires des organisations, c'est un flot de conversations, un flot d'histoires qui sont racontées. Fait que veux pas, il faut aller les chercher, il faut aller les ramasser pour être capable après ça de ramener ça en haut puis de se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Comment on gère ça, là? Puis est-ce que tu dirais qu'une des bonnes stratégies, c'est de donner un visage à l'entreprise de plus en plus à travers les talents, à travers les employés pour justement humaniser cette marque-là? Les employés, on ne peut pas les cacher. Ça fait partie de l'ADN des organisations. Puis les employés maintenant ont la possibilité d'émettre des commentaires. Il y a un paquet de plateformes qui existent où tu peux émettre des commentaires sur les business. Fait que c'est important. C'est les ambassadeurs des marques. C'est pour ça que même quand on fait une démarche de marque employeur, ben on s'assure de justement de mettre en place réaliser cette démarche-là dans un contexte de collaboration pour avoir des ambassadeurs naturels de la démarche. Puis, parlant d'ambassadeurs naturels, dans ce cas-là, on voit de plus en plus de personnes impliquées sur LinkedIn, par exemple, qui vont raconter des micro-histoires là, de ce qui se passe dans leur quotidien. Oui. Est-ce que ça doit être encadré? Est-ce que c'est un free-for-all pour que ça reste authentique?
c'est quoi les bonnes pratiques dans ce cadre-là, sachant qu'on veut leur donner une voix. Puis j'imagine dans les plus grandes organisations, il y a une certaine crainte que ça s'en va off-brand un peu. Je suis curieux de t'entendre là-dessus. Ouais, ben tu peux pas tout contrôler. C'est pas possible. Ça existe pas. Il y a déjà un de mes amis qui m'a dit une marque, faut que ce soit un peu militaire. Tu fait que quand on développe un logo, un guide de marque, tout ça est un peu militaire pour que ce soit appliqué de la même façon. Ben idéalement, on essaie de développer des messages, mais tu peux pas contrôler ce que les gens vont dire, vont nommer, les émotions qu'ils vont avoir. Fait que à quelque part, c'est important d'avoir des guides. Mais ça va dépendre des organisations. D'avoir des guides, mais qui aient une certaine flexibilité et agilité en même temps, fournir des outils. Mais les gens, quand ils sentent une émotion, ben ils ont la possibilité de l'exprimer. Tu sais. Puis c'est pour ça qu'il existe. C'est pour ça que les plateformes où les gens peuvent s'exprimer sont si populaires. Que ce soit les Glassdoor, que ce soit même une que j'ai vue il y a pas très longtemps, c'est Fishbowl. Donc un endroit où on peut parler de nos salaires. Okay. Échanger sur les salaires. Fait que maintenant, les possibilités sont infinies où tu peux partager des choses. Fait que tu peux pas tout contrôler. Ceci étant, à partir du moment où l'histoire que l'organisation souhaite raconter est authentique, c'est-à-dire ce que tu fais vivre comme expérience à tes talents, si elle est équivalente à ce que tu dis, tu as beaucoup plus de chances que ce que les gens racontent soit cohérent. Versus si tu as des beaux gros mots, puis que l'expérience que tu fais vivre au talent, c'est un peu de la chenoute, je m'excuse mon vocabulaire, c'est pas ça que tu souhaites. Tu souhaites que ce soit, qu'il y ait vraiment une cohérence entre les histoires et les expériences. Ben, en tout cas, je trouve de toute façon, moi je trouve que c'est un luxe là, ou un super bel avantage pour les entreprises qui ont des employés qui sont proactifs puis qui ont envie de partager leurs histoires. Là. Moi, je pense que c'est une super belle valeur ajoutée. Puis je trouve ça dommage, en tout cas, opinion personnelle, là, qu'il y a des organisations qui sont peut-être un peu plus craintives puis qui essayent d'étouffer ces voix-là. Mm-hmm. Dans un de tes articles de blog sur les tendances marketing en RH, je lisais le passage suivant. Les personnes qui se sentent valorisées et respectées au travail seront plus susceptibles de rester engagées et de fournir un travail de qualité, ce qui peut se traduire par une plus grande fidélisation de la clientèle et une meilleure réputation de l'entreprise. Moi, je lis ça, là, une plus grande fidélisation de la clientèle, une meilleure réputation de l'entreprise. Je pense que tout le monde veut ça. Alors, ma question pour toi, c'est quelle forme est-ce que ça prend, la valorisation d'un employé? Il y a plein de formes il y a plein de façons de valoriser les employés. Premièrement, il y a toute la question de l'expérience talent. L'expérience talent, là, puis la raison pour laquelle je l'appelle l'expérience talent est plutôt que l'expérience candidat et l'expérience employé, pour moi, c'est un cycle. Okay? C'est un cycle dans lequel tu arrives dans une entreprise, tu es onboardé, il se passe quelque chose le jour 1, le jour 2, le jour 3, le 3e mois. Tu vis ta vie, tu as de la reconnaissance, tu peux développer tes compétences, tu peux progresser jusqu'à temps que tu t'en ailles. Fait que, valoriser les employés, c'est notamment mettre en place toute cette boucle-là qui permet justement de vivre une expérience qui est plus positive avec l'organisation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est toute la question de la reconnaissance puis de l'appréciation. Ça fait partie des éléments qui sont fondamentaux et qui sont qui sont plus difficiles en ce moment compte tenu du mode hybride. Donc, l'importance pour valoriser des employés, il faut que tu prennes le temps de reconnaître et d'apprécier. Après ça, il y a toute la possibilité, toute la question, puis on en a parlé en début d'entrevue, toute la question d'offrir des possibilités de croissance puis de développement. Donc, de quelle façon est-ce qu'on peut développer mes compétences? Tout ça, tous ces moyens-là sont vraiment des moyens qui permettent justement de valoriser des talents. Puis jusqu'à quel point est-ce que ce travail-là, c'est un travail macro pour l'organisation versus un travail micro par personne? Ah oui.
J'imagine chaque personne a des ambitions différentes, un statut différent, un endroit différent dans sa vie, puis ça évolue aussi, là. Je sais pas, moi, un employé rentre, il est célibataire, après ça, il est en couple, après ça, il y a des enfants. J'imagine que les priorités changent et évoluent. L'expérience talent, là, moi, je dis toujours que c'est trois choses. L'expérience talent, c'est la perception que tu as de ta relation avec l'organisation. C'est la première chose, premier volet. La deuxième chose, c'est toute la question des outils qu'on te fournit. Tu sais, ton ordinateur, les trucs qui sont plus fonctionnels, ta rémunération globale, ça, c'est plus fonctionnel. Puis la troisième chose, c'est le parcours dont je viens de parler là. Il y a des éléments qui sont pas qui sont macro. Tu sais, la question des outils, on fournit les mêmes outils à tout le monde, ou presque. Bien sûr, en fonction du poste. Le parcours, on peut aussi, il y a aussi des éléments dans le parcours qui peuvent être individualisés. Certains qui sont les mêmes. Le onboarding, c'est le même pour tout le monde. Le jour 1, c'est le même pour tout le monde. Le troisième mois, ce qui se passe. Mais toute la question du développement de compétences, puis la question de la reconnaissance, ça, effectivement, il faut que ce soit personnalisé. Puis après ça, la perception de notre relation avec un employeur, c'est une émotion, c'est individuel. Donc, nécessairement, à quelque part, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit personnalisé par employé. Il y a une espèce de tronc commun, appelons ça comme ça, mais il y a des choses qui doivent être individuelles aussi. Fait que ça veut dire que les gestionnaires ou les leaders de groupe doivent avoir le support du management pour être capable de se dire, je sais pas, là, je vais le mettre en enveloppe budgétaire, là, me dire tu as une enveloppe budgétaire, puis selon le besoin de chacune de tes personnes dans ton équipe, ben, tu as la liberté d'exécuter certaines actions. Ça fait du sens? Oui, ça fait du sens. Puis ça m'amène un peu à l'élément de la rémunération. Ouais. Ce que vous dites chez Dada, la rémunération va au-delà des salaires. Vous parlez de rémunération globale, si je ne me trompe pas. Oui. Fait à quoi tu penses quand on dit rémunération globale? Par rémunération globale, on entend bien sûr le salaire, mais on entend toute la question des perks. Fait que de tout ce qui est ajouté en plus de ça. En fait, je recommence. Tu sais, il y a le salaire, il y a les REER, il y a les vacances. Dans les perks, tu as des allocations pour le gym, des allocations pour aller au spa, tout un paquet de perks. Tout ça constitue la rémunération globale. Il y a d'ailleurs la firme Normandin-Baudry qui fait une étude qui est la plus grande étude, je pense, au Canada sur la rémunération globale. Puis quand on travaille avec des grandes entreprises, c'est même possible de dire, OK, mais souhaitez-vous voir la perception qu'ont vos employés par rapport à la rémunération globale? Quand on travaille avec des gens qui sont très spécialisés, est-ce que vous souhaitez vérifier la perception de la rémunération globale par rapport à d'autres organisations ou d'autres industries? Fait que ça, c'est juste un petit aparté. Fait que la rémunération globale, c'est l'ensemble, c'est tout ce qui va au-delà de la rémunération. Moi, je suis pas une experte en rémunération globale, mais c'est sûr que la rémunération globale fait partie des éléments de satisfaction d'un employé. Puis maintenant, ça va bien au-delà de la question du salaire. Tu sais, dans le passé, on se cassait pas la tête, on offrait des REER à tout le monde. Offre des REER à quelqu'un qui a 22 ans, ils vont dire, j'en veux pas de tes REER, comme, qu'est-ce que je fasse avec ça? Moi, je veux vivre maintenant. Comme moi, je veux que tu me donnes de l'argent que je vais pouvoir utiliser maintenant. Donne-moi une allocation de 500$ pour aller au gym. Donne-moi un forfait avec WorkKind ou avec Teddy où je vais pouvoir aller faire toiletter mon chien. Parce que, tu sais, depuis tout à l'heure, on se parle de l'expérience talent. Mais dans l'expérience talent, dans la boucle qu'on a mappée, nous, il y a un bout qui s'appelle vivre sa vie. Fait que maintenant, l'employeur peut plus juste se préoccuper des moments de vérité d'employé, mais doit aussi considérer le fait que l'employé doit être en mesure de vivre sa vie. Tu sais, les gens travaillent dans leur maison et vivent dans leur maison maintenant. De quelle façon l'organisation peut se préoccuper de ta vie à toi? Fait qu'au-delà de ce qu'on t'offrait avant, le nettoyeur, faire enlever, changer tes pneus, fait que tout ça, puis il y a des plateformes qui sont des petits bijoux. Là, tantôt, je nommais WorkKind, mais Teddy, c'en est un aussi. Donc, des solutions qui permettent aux organisations justement d'aller bien au-delà du salaire. Puis ça fait une grosse différence. Puis, ben ça, il n'y a pas de limite aussi. Fait que, tu sais, comment
comment est-ce que tu calcules ta rentabilité face à tous ces investissements-là? Parce que c'est possible d'en offrir trop peu, mais Ouais. je me dis c'est aussi possible d'en offrir trop puis de se rendre vulnérable financièrement. Puis j'imagine aussi qu'à un moment donné, la courbe de retour sur investissement va s'aplatir, là, tu sais. À un Ben, moment donné, d'ajouter une table de ping-pong ou d'ajouter, je sais pas moi, des passes VIP pour X, Y, Z, tu sais, oui, ça va ajouter peut-être au plaisir, à la satisfaction, mais jusqu'à un certain point. Fait que comment tu calcules tout ça puis comment tu le balances? ouais, ben en fait, je pense qu'à la base, tout est une question de euh, qu'est-ce qu'ils veulent tes gens? Qu'est-ce qu'elles veulent les personnes dans ton entreprise? Parce que si tu leur offres une passe pour le gym, mais que tu n'as personne de sportif, tu as des intellectuels qui veulent aller chez Renaud Bré. Fait qu'il y a comme, c'est pour ça que les plateformes de personnalisation deviennent si intéressantes parce que ça te permet d'avoir ce qui toi fait une différence pour toi. Fait que ça, ce serait le premier volet de ma réponse. Après ça, ben on pourra toujours en ajouter plus. Sauf que moi, dans le principe de rémunération globale, puis la façon dont on fonctionne chez Dada, on a le salaire, puis on rajoute, on travaille à 4 jours par semaine. Nous, maintenant, on est passé à l'horaire 4 jours. On a les 5 semaines de vacances, on a la formation, si ça. Fait qu'on est capable de calculer le bottom line de voici ce qu'on t'offre globalement. Et voici comment on se compare par rapport à la rémunération globale de notre industrie. Fait que on pourra toujours en rajouter plus, mais pour moi, ça part des besoins, des talents. Mais là, tu as parlé de la semaine de 4 jours, tu as parlé des 5 semaines de vacances. Je sais qu'il y en a plusieurs autres, là, j'ai vu ce que vous offrez. C'est plus que la moyenne de l'industrie, si je ne me trompe pas. Je sais qu'il y en a quelques-unes, là, des agences qui commencent à implémenter la semaine de 4 jours, mais c'est une minorité encore. Ouais. Comment est-ce que tu restes compétitive dans un marché compétitif? Tu veux dire par rapport au... Dis-moi si je me trompe, OK? Mais moi, je me dis 4 jours semaine, ça veut dire on perd 20% du temps alloué à des projets. Après ça, on peut dire, OK, peut-être qu'il y a un gain en productivité Ouais, parce que les personnes sont motivées. ouais. Fait que je sais pas, moi, disons un gain de 10%. Fait que j'ai un 10% encore en manque à gagner. 5 semaines de vacances, c'est un peu plus que la moyenne aussi. Fait que c'est ça, comment est-ce que tu t'assures de rester compétitif puis de livrer la marchandise à the end of the day en restant profitable? Est-ce que tu vas le gruger dans ta marge dans ta marge de Ben, rentabilité? c'est sûr que ça fait en sorte que la profitabilité est plus faible. Mais c'est une décision qui est prise pour que les gens puissent avoir, pour que les gens dans notre équipe, pardon, puissent avoir une troisième journée pour se reposer. Parce qu'à partir du moment où les gens sont plus reposés, ben ils sont plus créatifs puis ils sont plus productifs. Fait que ton espèce de marge où tu me dis ben je perds 20%, oui mais non. Parce que j'ai des gens qui sont plus reposés, qui sont plus créatifs, qui sont plus productifs, qui arrivent avec des meilleures idées. Fait que je te dirais que c'est pas fait pour tout le monde. C'est vraiment dur la semaine de 4 jours pour être très, très transparente. C'est dur, faut être super organisé. C'est dur de faire vivre la culture. Fait que tu commences avec des balbutiements, tu t'organises, ça te prend des systèmes qui sont bien rodés. Puis après ça, il faut faire vivre la culture parce que qu'est-ce que tu choisis entre faire un lunch avec tes collègues ou continuer de travailler parce que tu veux pas être obligé de travailler le vendredi matin? Ben, le choix est pas difficile à faire, hein. Tu Mm. vas pas luncher avec tes collègues, tu travailles. Fait que il y a comme un équilibre qui est à atteindre. Bien sûr, les bénéfices sont plus grands parce que tu es plus reposé, mais c'est vraiment un processus euh, euh, d'amélioration continue la semaine de 4 jours. Ça fait combien de temps vous l'avez mis en place? Ça fait 1 an. Puis jusqu'à présent, comment tu l'évalues en termes de, est-ce que à la fois l'équipe et la direction sont satisfaits de cette mesure-là? Ou est-ce que vous pensez à des mesures d'ajustement? On est satisfait parce que tout le monde est vraiment content. Personne ne retournerait à 5 jours par semaine. Là, les ajustements qui sont à faire, c'est comment est-ce qu'on peut rajouter plus de fun là-dedans? Comment est-ce qu'on peut rajouter plus... Parce que c'est comme si on était des athlètes olympiques. C'est qu'il faut courir un sprint, un marathon à la vitesse d'un sprint pour faire rentrer des journées dans... Fait que là, maintenant qu'on a atteint le niveau de performance, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que tout le cheering up de l'équipe olympique continue de vivre
Fait que ça, c'est comme je te dirais que c'est l'ajustement actuel qu'il faut faire, mais c'est pas, à mon sens, inhabituel par rapport à ce que d'autres organisations qui sont allées qui ont décidé d'opter pour la semaine de 4 jours vivent. Là. Ouais, c'est un beau défi. C'est un beau défi, puis on se fera peut-être un épisode dans 1 an pour voir comment ça se passe à ce niveau-là. Un autre sujet qui amène beaucoup d'opinions et de controverses, c'est celui du télétravail post-pandémie. Je sais que les gestionnaires de leur côté aimeraient avoir un retour des employés au bureau. Les employés, eux, voient la valeur ajoutée là, de travailler de la maison, principalement pour l'économie de temps. En même temps, il y a plusieurs études là, qui sortent, comme celle de l'Université Stanford, qui indiquent qu'il y a une baisse d'environ de 10 à 20 de productivité avec le télétravail, principalement en raison des difficultés de communication et de coordination. Oui. Il y a des personnalités connues du monde des affaires comme Scott Galloway qui se sont prononcées puis qui vont mentionner que les personnes moins présentes au bureau ont aussi beaucoup moins de chances d'obtenir des promotions. Nous, chez Studio OK, nous, on est en production. Fait qu'il y a comme la nature de notre job fait en sorte qu'il faut être présent pour les shoots. Puis à l'extérieur des shoots, on a une politique 2 jours télétravail, 3 jours au bureau. Je suis curieux de t'entendre sur la question. Qu'est-ce que vous recommandez à vos clients à ce niveau-là? Puis qu'est-ce que vous faites chez Dada? Ouais. En ce moment, nous, on est en mode flexible dans la mesure où, comme on vient d'implanter il y a 1 an le 4 jours par semaine, on n'a pas obligé personne à revenir au bureau à raison de X. Ce qu'on fait, c'est quand on a des onboard, des démarrages de nouveaux projets, ben on oblige l'équipe de projet à se présenter, à être sur place pour justement partir les projets. Mais on a développé des méthodes qui nous permettent de collaborer puis co-créer ensemble. Ceci étant, je sais que c'est pas optimal. Je sais pas si tu as lu le dernier livre de Sonia Lupien, qui je pense qu'il y a une bureau aussi. C'est le stress au travail versus le stress du travail. Puis moi, il y a une statistique, un tableau qui m'a beaucoup marqué dans son ouvrage, où elle indique qu'au-delà de 15,1 heures de télétravail, la performance diminue. Fait que au-delà par semaine? Ouais. OK. Fait que tu peux faire 15,1 heures, mais après 15,1 heures, ta performance diminue, puis ton bénéfice pour ta santé mentale diminue aussi parce que tu n'es pas en communication avec des humains. Tu génères du stress à toi-même pour performer. Fait que tu es comme dans tes espèces de ronrons psychologiques, là. Fait que je trouve que c'est un élément qui est hyper important. Puis quand tu lis son livre aussi, elle parle de moments de productivité versus de moments d'efficacité. Donc, ce qu'elle dit, c'est qu'on doit avoir des moments de productivité. Ces moments de productivité-là peuvent être des moments où tu es au bureau, puis là, tu acceptes de te faire déranger, puis tu acceptes que tu vas accomplir moins de tâches que dans les moments d'efficacité où là, c'est des moments qui sont dédiés. Puis ce qu'elle donne comme exemple, elle dit, tu sais, tu peux même arrêter ton Slack, arrêter ton cell, t'arrêtes tout parce que là, tu vas être efficace avec les tâches que tu as à accomplir. Fait que ce qu'elle dit dans son livre, puis moi, c'est ce qui occupe beaucoup mes pensées à l'heure actuelle, c'est de quelle façon est-ce qu'on peut définir de nouveaux modes de travail en ayant justement cette prémisse-là entre la productivité versus l'efficacité. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment, tu sais, 15,1 heures, c'est l'équivalent de 2 jours, disons, en continu. Ouais. C'est vrai que parfois, je sais pas, parfois on impose des choses. Peut-être que les employés ne voient pas que c'est pour le bien, là, mais qu'à la longue, c'est vrai que, en tout cas, je pense qu'on l'a tous vécu pendant un certain moment, là, pendant la pandémie, où est-ce que on allait devenir un peu fou là, à la maison, parce que c'est vrai que je pense qu'on est des bêtes sociales. Là, l'être humain est une bête sociale à différents niveaux, chaque personne à son niveau, mais qu'il y a une grande valeur ajoutée de juste avoir une discussion autour de la machine à café. Il y a beaucoup de dossiers qui se règlent autour de la machine à café, j'ai l'impression, puis ça, on le perd beaucoup quand on est en télétravail parce que si je veux juste pick your brain, comme on dit, t'es-tu libre? On peut-tu s'organiser un meeting de 15 minutes? Mais je suis pas libre tout de suite. Puis là, c'est comme, ça s'éternise puis ça arrive jamais. Fait que la balance
C'est ça. Je pense que c'est une balance qui n'est pas évidente. C'est une conversation aussi qui n'est pas facile à avoir avec les employés parce que c'est ça, il y en a qui veulent en profiter au maximum. Mais c'est pas toujours ce qui est bien pour eux et pour l'organisation. Mais tu sais, il y a une étude qui est sortie à la fin de l'année passée. C'est l'étude de CEO Outlook de KPMG. Fait que c'est 1325 PDG d'entreprise. Puis il y a 64% de ces PDG-là disaient que leur organisation allait revenir en 100% présentiel d'ici 3 ans. Ça ressemble un peu à ce que tu m'as nommé par rapport à l'étude de l'Université Stanford. Fait que ça c'est nommé, c'est out there en ce moment, là. Puis l'étude de Sonia Lupien le démontre bien. Tu sais, elle démontre qu'il y a un seuil où tu es moins productif, c'est moins bon pour ta santé mentale. Fait qu'il faut qu'il y ait un virage qui s'opère. Après ça, est-ce que c'est 100% en présentiel? Moi, j'ai pas tendance à dire oui, du moins pour mon organisation, mais à l'évidence, il y a beaucoup d'organisations qui l'envisagent, là. Ouais, puis je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire autour de ce point-là, à savoir c'est quoi les avantages de rentrer au bureau parce que j'ai l'impression qu'on ne le discute pas beaucoup. Là, c'est pas très balancé comme conversation en ce moment dans les articles. On parle beaucoup des avantages de rester à la maison, mais très peu. On dirait que le discours vient beaucoup des gestionnaires puis sont positionnés comme les méchants là, qui veulent faire revenir les employés là, dans les business puis juste pour les avoir puis les watcher là, quand c'est pas du tout ça la réalité. Je regarde l'industrie en ce moment. Là, je parle de l'industrie publicitaire spécifiquement. Il y a comme deux mouvements, un à l'opposé de l'autre. Tu as d'un côté les agences avec une culture, je vais dire, de performance puis d'intensité. Puis de l'autre côté, tu as les agences avec une culture de bien-être puis de bienveillance. Les deux fonctionnent, on dirait. Puis les deux sont capables de runner des business puis de les scaler. Puis à la limite, je vais aucune étude scientifique, là, mais je vais peut-être dire que les grandes agences à l'international ont la réputation d'être un peu plus sur l'axe intensité. Qu'est-ce qui fait en sorte, selon toi, que l'approche qui met de l'avant l'expérience employée est meilleure que l'autre? Tu veux dire par rapport aux agences? Ouais. Ben, quand tu travailles dans une agence, quand tu travailles dans une organisation, tu sais, sortons de l'agence, tu achètes cette organisation sur la base de des valeurs, de ce qu'on t'a dit, de ce qu'on t'a raconté comme histoire, puis de ce qu'on t'a promis que tu allais vivre comme expérience. À partir du moment où toi, tu achètes la performance, puis que tu sais que tu vas rouler à 100 000 à l'heure, ben tu l'achètes, c'est ça qu'on te fait vivre comme expérience versus à partir du moment où on te dit que on est dans un mode de plus de bienveillance, plus petit format. C'est ce qu'on t'a promis et c'est ce que tu vis. Je pense que le problème, c'est quand il y a un disconnect entre ce qui est raconté puis ce qui est vécu. Puis c'est pour ça que dans les agences, comme dans beaucoup d'organisations, il y a des humains qui ne font pas plus de 3 mois parce que on leur raconte des choses quand ils sont en entrevue, puis quand ils arrivent sur le marché, quand ils occupent leur fonction, il y a comme ça n'a pas rapport avec ce qu'on leur avait dit lors de l'entrevue, tu sais. Puis j'utilise souvent, je sais pas qui a fait cette pub là, fait que je m'excuse pour l'agence qui a fait cette pub là, mais l'année passée il y avait une pub de McDo. Des grands billboards qui disaient passez-nous en entrevue. Fait que donc, ce qu'on dit à des candidats, c'est viens passer ton boss en entrevue. Puis moi, ça me fait capoter cette campagne parce que peut-être que dans le processus là, où tu es un candidat, tu peux aller passer ton patron en entrevue. Mais quand tu fais des Big Mac, c'est plus toi le patron. Tu sais, comme tu as 1 minute et demie pour le faire, ton Big Mac, mettre 2 cornichons, 3 tranches de pain, 2 boulettes, un petit pouch de ketchup, tu sais, comme t'es plus le boss. Alors que ce qu'on t'a dit en entrevue, c'est que c'était toi le boss, tu peux poser des questions. Fait que je te l'explique de façon imagée, mais c'est toute cette importance-là de la cohérence entre ce qu'on te raconte comme histoire et ce que tu vas vivre comme expérience. Puis ça, c'est la base, à mon avis. Ben, je trouve ça intéressant ce que tu dis, puis c'est vrai que je pense que le plus grand des chocs, c'est le disconnect entre le discours auquel on peut être exposé, puis ce qu'on vit à l'intérieur d'une organisation. Si je suis un gestionnaire d'entreprise,
j'ai pas encore mis en place d'initiative de marque RH. Par où je commence? C'est quoi mon roadmap? Qu'est-ce que tu recommandes de faire? Tu sais, j'ai rien fait encore. Oui. La première chose, tu te poses la question, c'est quoi mon rêve employeur? J'ai envie d'être qui? J'ai envie d'être qui? Quelle perception je souhaite laisser comme employeur? Fait que si on est un employeur, c'est d'abord cette première réflexion-là qui est à faire. Ensuite, de se bâtir il y a 40 minutes, tu m'as posé la question, c'est la responsabilité de qui, ça? Je pense que c'est une responsabilité transversale, donc l'organisation doit ensuite se bâtir une espèce de petite structure de qui va gérer ça. Essayer d'aller positionner nos concurrents, ils disent quoi? Ils se positionnent comment pour être capable d'avoir une promesse qui va être différente de celle des autres. Puis après ça, bien toute la question de l'expérience talent, mais tout ça part d'abord d'une réflexion de qui est-ce qu'on a envie de... C'est quoi l'histoire qu'on a envie de raconter? Puis est-ce que cette histoire-là est différente de celle qu'on raconte de nous pour le moment? Donc, réflexion autour de nos valeurs comme entreprise, bâtir une équipe qui va pouvoir y donner vie, faire un benchmark du marché, puis faire vivre l'expérience talent. C'est ce que je retiens. Tout ça doit tourner autour du cœur des organisations, c'est-à-dire son ambition, où est-ce qu'elle souhaite aller. D'autres l'appellent la vision ou le BIAG, le but hautement grandiose et ambitieux, autour de la mission, donc ce qu'on souhaite accomplir à tous les jours, puis des valeurs. Tu sais, la marque employeur, là, ça doit être tourné autour de ce cœur-là de l'organisation. À quelle fréquence est-ce que c'est révisé, des éléments comme ça? Normalement, quand on le fait bien, pas trop souvent. Manon, est-ce qu'il y a un sujet auquel on n'a pas touché, qu'on aurait dû traiter? Non, mais j'aurais parlé encore pendant 3 heures avec toi, mais je pense qu'on a fait le tour. Il y a peut-être une note sur laquelle je peux peut-être te laisser, puis laisser les gens qui nous écoutent. C'est souvent les gens qui travaillent, qui font du marketing RH ou des RH n'ont pas tendance à avoir des indicateurs de performance, hein, parce qu'on travaille avec des humains, puis on veut pas d'indicateurs parce qu'on gère des humains. Mais je pense qu'un des réflexes qui est important, c'est justement d'avoir des indicateurs de performance, de mesurer le niveau d'engagement, de mesurer le taux de roulement, de faire des liens entre le INPS, donc le Employee Net Promoter Score, puis le Net Promoter Score, parce qu'il y a des liens qui sont à faire entre la propension de référer la satisfaction d'un employé puis la satisfaction d'un client. Donc, tout ça, c'est des indicateurs qui sont importants à mesurer, puis il y a plein d'outils qui nous permettent justement d'avoir une espèce de mesure qui est régulière de ce niveau de ces indicateurs-là. Tu sais, il y a des plateformes comme SparkBee qui existent, Office Vibe, qui nous permettent justement d'avoir un portrait global des indicateurs de performance du volet employeur de notre marque. Puis je rejoins beaucoup ce que tu dis parce que je pense une des barrières psychologiques là, pour les équipes de direction d'implanter certaines mesures, c'est comment je le mesure. Ouais. Tu sais, est-ce que ça rapporte vraiment quelque chose? Fait qu'effectivement, avoir des indicateurs de performance, ça peut sécuriser ou nous aider, en fait, à évaluer. Est-ce que c'est une bonne mesure? Est-ce qu'on la remplace? Est-ce qu'on la garde? Est-ce qu'on la bonifie? Manon, un grand merci. Un grand merci pour tes insights. Le but de ce podcast-là, c'est aussi de me mettre, moi, personnellement, vulnérable là, face à des sujets que je maîtrise un peu moins bien. Fait que... Puis, je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes là, qui vont en tirer avantage. Il y a beaucoup d'astuces tangibles qu'on a abordées aujourd'hui. Fait que j'espère que les personnes qui nous écoutent vont être en mesure de les mettre en application. J'espère que ça va leur permettre aussi de booster la motivation, le plaisir, le sens de purpose de leurs employés. Puis ultimement, que ça aide les organisations à devenir plus performantes. Donc, un grand merci. Merci, c'est un plaisir d'échanger, de dialoguer avec toi.